Monsieur de Charlus ne s'inquiétait pas que madame Verdurin fût debout, et restait installée dans son fauteuil pour être plus près de Morel. Croyez-vous, dit madame Verdurin au baron, que ce n'est pas un crime que cet être-là, qui pourrait nous enchanter avec son violon, soit là, à une table d'écarté, quand on joue du violon comme lui? Il joue bien aux cartes, il fait tout bien. Il est si intelligent, dit monsieur de Charlus, tout en regardant les jeux, afin de conseiller Morel. Ce n'était pas du reste sa seule raison de ne pas se soulever de son fauteuil devant madame Verdurin. Avec le singulier amalgame qu'il avait fait de ses conceptions sociales, à la fois de grand seigneur et d'amateur d'art, au lieu d'être poli, de la même manière qu'un homme de son monde l'eût été, il se faisait, d'après Saint-Simon, des espèces de tableaux vivants. Et en ce moment, s'amusait à figurer le maréchal Dussel, lequel l'intéressait par d'autres côtés encore, et dont il est dit qu'il était glorieux jusqu'à ne pas lever de son siège par un air de paresse devant ce qu'il y avait de plus distingué à la cour. Dites donc, Charlus, dit madame Verdurin, qui commençait à se familiariser, vous n'auriez pas dans votre faubourg quelques vieux nobles ruinés qui pourraient me servir de concierge? Mais si, répondit monsieur de Charlus en souriant d'un air bonhomme, mais je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Je craindrais pour vous que les visiteurs élégants n'allassent pas plus loin que la loge. Ce fut entre eux la première escarmouche. Madame Verdurin y prit à peine garde, il devait malheureusement y en avoir d'autres à Paris. Monsieur de Charlus continua à ne pas quitter sa chaise. Il ne pouvait d'ailleurs s'empêcher de sourire imperceptiblement en voyant combien confirmaient ses maximes favorites sur le prestige de l'aristocratie et la lâcheté des bourgeois, la soumission si aisément obtenue de madame Verdurin. La patronne n'avait l'air nullement étonnée par la posture du baron, et si elle le quitta, ce fut seulement parce qu'elle avait été inquiète de me voir relancé par monsieur de Cambremer. Mais avant cela, elle voulait éclaircir la question des relations de monsieur de Charlus avec la comtesse Molé. Vous m'avez dit que vous connaissiez madame de Molé. Est-ce que vous allez chez elle? Demanda-t-elle en donnant au mot « aller chez elle » le sens d'être reçu chez elle, d'avoir reçu d'elle l'autorisation d'aller la voir. Monsieur de Charlus répondit avec une inflexion de dédain, une affectation de précision et un ton de psalmodie, mais quelquefois, ce quelquefois donna des doutes à madame Verdurin, qui demanda « Est-ce que vous y avez rencontré le duc de Guermantes ?»« Oh, je ne me rappelle pas. »« Ah, dit madame Verdurin, vous ne connaissez pas le duc de Guermantes ?»« Mais comment est-ce que je ne le connaîtrais pas ?» répondit monsieur de Charlus, dont un sourire fit onduler la bouche. Ce sourire était ironique, mais comme le baron craignait de laisser voir une dent en or, il le brisa sous un reflux de ses lèvres, de sorte que la sinuosité qui en résulta fut celle d'un sourire de bienveillance. « Et pourquoi dites-vous, comment est-ce que je ne le connaîtrais pas ?»« Mais puisque c'est mon frère, dit négligemment monsieur de Charlus, en laissant madame Verdurin plonger dans la stupéfaction et l'incertitude de savoir si son invité se moquait d'elle, était un enfant naturel, ou le fils d'un autre lit. L'idée que le frère du duc de Guermantes s'appelât le baron de Charlus ne lui vint pas à l'esprit.